Alors bonjour à tout le monde, bienvenue et merci d'être ici. Je m'appelle Fabio Rossinelli, je suis historien du colonialisme suisse et j'ai eu l'immense plaisir d'organiser ce cycle de conférences qui sera enregistré et mis à disposition dans le site web de l'exposition qui s'appelle colonialgeneva.ch et auquel vous pourrez accéder aussi via le site institutionnel meg.ch. Donc, nous sommes aujourd'hui à notre deuxième conférence d'un cycle qui a débuté il y a 2 semaines, occasion dans laquelle nous avons parlé de l'histoire coloniale et postcoloniale du Congo. Alors, j'en profite d'ores et déjà pour communiquer que nous aurons dans 2 semaines une autre conférence, cette fois-ci autour du chocolat et du cacao, le 13 juin, et puis encore une conférence le 27 juin autour des questions médicales et humanitaires, toujours en lien, bien entendu, avec la problématique du passé colonial genevois et de ses héritages. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler avec nos invités d'un thème très délicat qui est le thème de la construction et de la diffusion d'un imaginaire racial ici à Genève à l'époque coloniale. Et c'est un thème très délicat, mais aussi très actuel parce que malheureusement, il perdure dans le temps. Et il a peut-être changé sur la forme, mais pas tellement sur le fond. Donc nous allons aborder tout ça en parlant du Zoo humain qui a été organisé ici à Genève en 1896 et qui est connu avec cette expression de village noir. Et vous avez ici sous les yeux une pirogue qui se rapporte à cela. Et c'est pour nous aujourd'hui l'occasion de réfléchir un peu plus sur le long terme, sur ce que cet événement genevois, qui n'était d'ailleurs pas le seul de ce type, a signifié et continue de signifier, y compris de nos jours. Pour ce faire, j'ai donc le plaisir d'introduire tout d'abord Chaka Kagame, qui est né à Genève en 1983 de parents d'origine rwandaise. Après des études en sciences politiques, Chaka devient réalisateur, notamment pour la RTS, entre autres avec le long-métrage Bounty de 2017, qui aborde le questionnement identitaire de la première génération afro-suisse. Ensuite, il y a le reportage Policier vaudois, une violente série noire de 2018. Et enfin, l'année passée, le fameux podcast Boulevard du village noir. Nous avons aussi Thierry Maurice, qui est donc historien avec un doctorat autour des questions mémorielles. Il travaille depuis longtemps à la Maison de l'Histoire de l'Université de Genève comme collaborateur scientifique. Et entre autres, il co-organise le festival Histoire et Cité qui se tient toutes les années en Suisse romande et dont le titre de l'édition 2024 a par ailleurs été « Dans la rue ». Dans ses recherches actuelles, Thierry Maurice a interrogé la mémoire qui est présente dans l'espace public genevois et il l'a fait entre autres en interrogeant le statut des exhibitions humaines dites exotiques au tournant du XXe siècle. Et je tiens enfin à introduire également Floriane Morand, qui s'occupera de la modération de cette conférence et qui est conservatrice du département Afrique ici au MEG et qui surtout a été la coordinatrice de cette magnifique exposition dans laquelle nous nous trouvons. Et donc Floriane, avant que tu laisses la parole à nos invités, j'aimerais que toi-même tu puisses nous introduire en quelques mots, en quelques minutes, sur la question des objets que le MEG conserve et ou expose par rapport à ce fameux village noir, comme on l'appelait à l'époque, de 1896. Et après, je te propose d'enchaîner directement avec les questions. Merci. Merci Fabio. Alors j'essaye le micro en même temps. Voilà. Je ne sais pas si c'est mieux pour vous, si c'est désagréable. Non. Okay. On va faire comme ça. Alors on va utiliser ce micro et droit devant, sinon ça ne marche pas très bien. Oui, bon, vous voyez, on est en compagnie où nous accompagnons une pirogue qui est un peu l'objet emblématique de ce village noir, de l'exposition nationale suisse. Et elle fait partie, dans les collections du musée, d'un corpus de plus de 75 objets qui ont été vendus par l'Office des poursuites genevois après la faillite du village noir à la fin de son exploitation. Son exploitant, son concessionnaire,
assez malhonnêtement, avait pris la fuite avec l'argent du village. Il manquait 7 000 francs à rembourser au comité d'organisation de l'exposition nationale. Et donc, il a fallu, pour se rembourser, vendre les objets du village noir. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est encore une grande question. Comment est-ce qu'on définit ces objets ? On en parlera sûrement tout à l'heure, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps maintenant. Voilà. Et dans l'exposition, ici, vous verrez dans la partie collection, il y a une vitrine qui est consacrée aux exhibitions humaines et donc au village noir de l'exposition nationale. Certains autres objets de ce corpus sont présentés là. Et ce sont avec ceux-ci qu'on a décidé de questionner en fait leur identité. Ces objets avaient-ils été apportés par les personnes qui ont participé à ce village ? Est-ce qu'ils ont été fabriqués dans ce village ? Est-ce qu'ils étaient là pour être utilisés par ces personnes ou est-ce qu'ils étaient là pour être vendus aux Genevoises, Suisses, étrangers qui visitaient le village ? Ce sont beaucoup de points d'interrogation encore. Et voilà, j'ai quelques pistes et on en parlera peut-être encore tout à l'heure si ça vous intéresse. Mais pour l'instant, ces objets, eh bien, on n'a pas pu reconstituer correctement leur biographie. On a des indices pour certains, aucun pour d'autres. Mais c'est une histoire qui est encore beaucoup à écrire. Donc voilà. Et je vais commencer à vous poser des questions puisque vous êtes nos invités. Je vous remercie infiniment d'être là parmi nous. Je vais avoir d'abord une question pour toi, Chiaka. J'aimerais que tu puisses nous parler de ton parcours personnel, en fait, de la raison pour laquelle on est ensemble aujourd'hui ici et avec cet objet en face de nous. Voilà, que tu puisses contextualiser un peu toutes tes recherches sur ces questions-là. Oui, alors voilà, moi je vais éteindre le mien et toi tu vas allumer le tien, comme ça. Voilà, parfait. Voilà. C'est bon ? Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Et merci également parce on avait parlé du fait que potentiellement la pirogue puisse être présente dans cette discussion, mais c'est vraiment en arrivant que j'ai eu la confirmation. En fait, on se retrouve, en tout cas, je me retrouve ici par rapport à un podcast que j'ai, il faut monter plus proche le micro, ouais, c'est bon. Ah d'accord, c'est pas moi que tu t'es, ok d'accord. Oui, donc le podcast Boulevard du Village Noir, donc je suis auteur et narrateur de ce podcast-là qui est sorti en juin 2023. Et en fait, le point de départ de ce podcast, c'est une agression raciste que j'ai vécue dans un bar du boulevard, là, sur le boulevard Karl Vogt, en 2020. Et moi, je suis un habitant du quartier. J'habite aussi sur le boulevard. Et en fait, c'est au moment plutôt où donc j'ai vécu cette agression raciste. Une personne m'a traité de singe et puis m'a agressé. Et j'ai porté plainte et la justice a condamné cette personne pour voie de fait et injure sans relever le caractère raciste de l'agression. Et c'est vraiment à ce moment précis que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, il y avait quelque chose à dire sur ce qui se passait, parce que jusque-là, je le vivais comme quelque chose de personnel, mais à ce moment-là, c'était devenu un peu, voilà, je voyais qu'il y avait un problème peut-être au niveau sociétal. Et c'est quand j'ai commencé vraiment à réfléchir à tout ça que m'est apparu un petit peu l'aspect territorial, en fait, de ce qui s'était passé, parce que je connaissais l'existence du village noir de 1896, mais très, très vaguement. Je pense que j'en ai entendu parler dans mes années d'université, mais sans vraiment en savoir plus. Mais voilà, je me suis dit que c'était intéressant de partir de la question de savoir est-ce que c'est un hasard, parce que cette personne, c'est pas comme si elle m'avait juste dit sale noir ou quelque chose comme ça. Cette personne, elle m'a traité de singe, elle m'a dit que j'étais un singe, que je voulais des bananes et des choses comme ça. Et je me suis dit à quel point est-ce que c'est un hasard que ça se passe à une vingtaine de mètres de l'endroit où en 1896, il y avait un village nègre avec 200 personnes que la population suisse venait voir pendant des mois. Et donc voilà, c'est un petit peu tout ce parcours-là que j'ai effectué dans ce podcast. Et il y a un épisode où justement, voilà, exactement, voilà. Alors moi par contre, c'est là, Bim. je
Toi, tu parles dans le micro, moi pas. Ok. On va en reparler de cet épisode du podcast et de notre dialogue autour de la pirogue qu'on a enfin trouvée. Voilà. On peut se passer ce micro-là, ouais. Ça Alors, on marche. va faire comme ça. On Ok. peut faire ça, hop, je le rebranche. Je suis désolée. Hein, Ouais, pas de souci. Voilà. Alors, je vais maintenant poser une question à toi, Thierry, plutôt contextualisante hein, par rapport à ce qu'on définit comme les exhibitions humaines et la part importante qui est celle des représentations des peuples colonisés en Europe dans l'histoire coloniale. Et voilà, cette histoire des spectacles humains qu'on appelle aujourd'hui les zoos humains. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels étaient ces spectacles et comment fonctionnait ce système? Et puis, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en Suisse par rapport à cette tradition européenne finalement qui s'établit au XIXe siècle déjà? Ah oui, tu prends le micro. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Alors, en fait, effectivement, cette expression de zoo humain, elle n'est pas contemporaine du phénomène. Il faut peut-être commencer par là. Donc, les exhibitions ethniques de population démarrent, enfin, à partir du milieu du 19e siècle. Enfin, il y en a eu avant, mais je vous expliquerai pourquoi on parle de zoo humain plutôt à partir du milieu du 19e siècle. Et en fait, ce terme de zoo humain s'impose plutôt au tournant des années 2000, donc assez récemment, à la faveur de travaux d'anthropologues et d'historiens qui mettent en lumière ce passé qui a été en partie occulté d'exhibitions humaines, dont on n'a plus vraiment parlé à partir après la Deuxième Guerre mondiale, de populations dites exotiques. C'est une expression choc, qui est dotée d'un fort pouvoir d'évocation, et qui a servi d'une certaine manière aussi à réveiller les consciences. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler de zoo, justement, de zoo humain? Le zoo, originellement, c'est d'abord un acte de capture. Il s'agit de prélever des spécimens d'animaux sauvages et exotiques dans des contrées lointaines pour les présenter à un public qui, en principe, n'en a jamais vu. On les place alors, ces animaux, derrière des barreaux ou dans un espace clos, qui marque une séparation bien nette avec les spectateurs. On peut dire, si on veut parler comme Foucault, que les propriétaires de zoos exercent un biopouvoir sur leurs animaux, qui ont à la fois une valeur économique, une valeur spectaculaire et une valeur scientifique ou pédagogique. Le zoo cherche à produire un spectacle qui copie le réel par immersion dans un milieu reconstitué. Et les animaux sont d'une certaine manière dressés pour correspondre à l'idée que l'on se fait de leur vie à l'état naturel. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type de dispositif a été transféré au XIXe siècle du monde des animaux à celui des humains, dits exotiques, primitifs ou encore sauvages, avec beaucoup de guillemets, sous l'impulsion de dynamiques impériales et de colonisation. Les grandes expositions universelles qui vont se dérouler tout au long du XIXe siècle, universelles, internationales, coloniales, voire même nationales, comme ce sera le cas ici à Genève, qui se sont tenues donc dans les principales villes européennes et américaines à partir du milieu du XIXe siècle, ont servi à diffuser des théories qui, pour l'époque, étaient considérées comme scientifiques, sur la hiérarchie raciale, afin de justifier une politique de conquête territoriale et de domination. Donc, les exhibitions ethniques ont constitué l'une des manières probablement les plus efficaces pour mettre en scène cette domination. On y engage des individus, principalement issus des colonies ou d'un territoire soumis, pour vivre en continu, sous les yeux du public, une simulation de leur vie d'autochtones. Ils évoluent dans un décor qui est censé reproduire leur habitat naturel, vous voyez l'analogie avec les animaux, comparable au dispositif d'un jardin zoologique. Ils sont montrés à la fois comme des phénomènes de foire, ce qu'on appelle des freaks en anglais, des sujets de divertissement et comme
sorte d'échantillon placé au plus bas de l'échelle de l'évolution, avec toutes les théories qui se sont développées sur l'évolution à la suite de Darwin, en lien donc direct avec l'animalité. Entre les années 1870 et la Première Guerre mondiale, ces shows humains, ou Völkerschauen en allemand, ont rencontré un succès populaire absolument inouï dans les pays occidentaux, y compris en Suisse, et jusqu'au Japon. Ils ont pris des formes très variées. Une même troupe de sauvages, entre guillemets, a pu passer, moyennant quelques aménagements, d'un jardin zoologique à la scène d'un music-hall, d'un cabaret à un champ de foire, du laboratoire d'un savant à un village itinérant, d'un cirque à une exposition coloniale. Donc le zoo marque la barrière infranchissable entre ceux qui voient et ceux qui sont vus. Les personnes exhibées sont réduites à l'état d'animaux, de bêtes. Elles sont mises en cage et on les scrute de façon voyeuriste. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces spectacles vont, d'une certaine manière, naturaliser une différence. Ils permettent de fabriquer des racistes et des colonialistes sans avoir besoin de théoriser. Donc, il ne s'agit pas de chercher à connaître ces populations pour ce qu'elles sont, mais de les faire correspondre aux attentes et aux préjugés que les organisateurs et le public nourrissent à leur égard. Un public qui, pour la grande majorité d'entre lui, n'a jamais eu de contact avec ces populations. Je voudrais dire juste un mot encore d'un personnage central dans cette question des exhibitions humaines, qui est un Allemand qui s'appelle Karl Hagenbeck, qui a joué un rôle crucial en Europe dans ce type d'exhibition, et sa trajectoire est surtout révélatrice de la notion de zoo humain. Alors, à l'origine, c'est un marchand d'animaux, originaire d'Hambourg, d'animaux sauvages, qui va devenir le leader mondial des ménageries et des zoos en Europe, et même à l'échelle mondiale, en constituant un réseau de rabatteurs sur l'ensemble du globe. Il est également directeur de cirque et va mettre au point une méthode, ça ne s'invente pas, de dressage des animaux dite en douceur. Il sera aussi pionnier dans la mise en œuvre d'un parc zoologique sans barreaux, conçu pour montrer des animaux comme s'ils étaient en liberté. Donc ça, ce sera dans la banlieue de Hambourg, à Stellingen. Et ce modèle sera déployé ailleurs en Europe. Dans ses mémoires, intitulées « Des animaux et des humains », von Tieren und Menschen, Hagenbeck s'octroie la paternité de la première exhibition ethnique du monde civilisé. Bon, un peu à tort. Afin de dynamiser son activité avec les animaux, il a l'idée de montrer comment ceux-ci sont employés dans d'autres cultures. C'est son coup d'éclat, disons. Et ça a lieu en 1874. Il va installer dans son jardin de la banlieue de Hambourg une famille de lapons en compagnie de leur reine et faire payer un droit d'entrée pour les observer. Et le succès va être absolument fulgurant. Il s'agit d'attirer le visiteur par le spectacle de la vie quotidienne de cette tribu, donc construction de traîneaux, confection d'habits, capture de rennes au lasso, préparation des repas. On voit même une mère, parce que dans cette première exhibition, il y a 6 personnes qui sont concernées, c'est une famille, une mère qui donne le sein à son enfant sans se cacher, selon les prescriptions de Hagenbeck. Donc les exhibés se retrouvent en permanence sous le regard du public, ils reçoivent une modeste compensation financière, ils sont engagés pour ça, pour jouer leur propre rôle dans un scénario d'une banalité affligeante. Ils doivent vaquer à leurs occupations et faire comme s'ils n'étaient pas observés. Ce type de dispositif, d'ailleurs il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, anticipe de manière assez étonnante ce que sera certains programmes de la télé-réalité 100 ans plus tard. Alors, ce modèle du tableau vivant va rapidement se diffuser en Europe, notamment dans le cadre des zoos qui connaissent à cette époque-là des difficultés financières, comme le jardin zoologique d'acclimatation de Paris, qui va connaître pas moins de 24 exhibitions de ce type entre 1877 et 1912. Pour le public, c'est comme un voyage immobile, l'occasion de voir pour la première fois des populations dites exotiques. Donc, Hagenbeck a bien saisi l'avantage économique du commerce humain sur le commerce animal. Il va être suivi par plein d'autres entrepreneurs d'exhibition ethnique. Il n'est évidemment pas le seul.
Lui-même s'était pas mal inspiré d'ailleurs de Barnum, le grand promoteur de cirque américain. Il va mettre sur pied des troupes ethniques qui vont sillonner l'Europe et même l'Amérique. Et c'est au fond à ce moment-là que le métier, avec des guillemets, le métier de sauvage ou plus tard d'indigène va, à son initiative, se professionnaliser. Voilà pour donner un peu un cadre général aux exhibitions. Je vais quand même réessayer avec celui-là parce que sinon on va se le prêter tout le temps. Est-ce que tu peux faire maintenant un focus, Thierry, sur ce village noir de Genève en 1896, c'est-à-dire nous expliquer un peu voilà, comment il s'organise, à quoi il ressemble, et puis après on enchaînera sur la pirogue elle-même. Donc la pirogue qu'on voit là, elle est issue de l'exposition nationale suisse qui s'est tenue à Genève de mai à octobre 1896. Plus précisément, elle a appartenu à une exhibition humaine, le Village Nègre, qui a été monté en marge de l'exposition. Pour Genève, il faut savoir que 1898, c'est une date très importante dans sa marche vers la modernité. L'exposition est de grande ampleur. C'est la deuxième exposition nationale après celle organisée en Suisse, à Zurich, en 1883. On y célèbre à Genève les progrès de l'industrie, de l'agriculture, de l'économie suisse, à travers comme une sorte de cité miniature installée sur la plaine de Plainpalais, et qui s'étend d'ailleurs vers la jonction, les Vernets, les Acacias. L'idée aussi, qui sous-tend évidemment cette exposition, c'est de forger une idéologie nationale d'inspiration bourgeoise, faite d'efficacité, d'ordre, de propreté, de rigueur, d'harmonie sociale, esthétique. Alors, la place réservée au divertissement dans cette exposition est beaucoup plus développée qu'à Zurich. On monte de toutes pièces un parc de plaisance pour l'occasion, sur le modèle des parcs d'amusement qui fleurissent un peu partout dans le monde occidental, dans les grandes villes à cette époque-là. Et d'ailleurs, c'est au sein de ce parc de plaisance que sera accueilli le Village Nègre. Donc, peut-être dire un mot juste sur le clou de l'exposition nationale, l'attraction qui a recueilli le plus qui a attiré le plus de public, c'est le village suisse, qui est la reconstitution d'une Suisse en miniature avec une fausse montagne de 40 mètres de haut, pourvue d'une cascade, qui est donc un village, entre guillemets, animé par 350 figurants, 78 bâtiments typiques allant de la ferme fribourgeoise au mazo valaisan. La Suisse, étonnamment, y est représentée comme un pays de bergers alpins et de paysans, comme une sorte d'îlot de pureté, où règne l'unité dans la diversité et le consensus national. Donc il y a une sorte de rêve de retour aux origines alimenté par les élites bourgeoises, face finalement à une modernité qui est considérée comme assez angoissante. Et ce qu'on construit là autour du village suisse comme idéologie nationale, elle va durablement imprégner la Suisse et sa représentation à l'étranger, jusqu'à aujourd'hui finalement. D'ailleurs, le village suisse sera reconduit à l'exposition universelle de Paris en 1900. J'en parle parce qu'évidemment, on ne peut pas parler du village noir sans parler du village suisse. Enfin, ils sont à proximité l'un de l'autre. Et quelque part, il y a une forme de dialogue qui s'établit entre eux. Donc, ce fameux village nègre dont il est question prétend, je cite, reconstituer la vie domestique d'une tribu nègre composée de 227 indigènes, hommes, femmes et enfants, appartenant à des races, entre guillemets, diverses, issues de la côte occidentale de l'Afrique et principalement du Sénégal. Ces personnes ont été engagées sous contrat par un impresario pour jouer leur propre rôle. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès cette époque, et même un peu avant déjà, les villages noirs et ethniques sont organisés selon un plan d'ensemble assez similaire. Ils sont protégés par un mur d'enceinte ou une palissade qui les sépare de l'extérieur, là, à l'intérieur donc du parc de plaisance, et en fait une sorte de monde en soi. L'entrée est payante. On peut assister à diverses formes d'artisanat. Ici, de la bijouterie, notamment de l'incrustation sur bois, du tissage, de la teinturerie, des tailleurs qui vendent en général leur production.
Il y a une parodie de mosquée qui se dresse au centre du village, puisque c'est quelques bouts de bois qui sont assemblés. Et un marabout règle le culte musulman, tandis qu'un chef de village fait régner l'ordre. Alors, un bassin a été construit dans lequel plongent des enfants pour y récolter des petites pièces lancées par les visiteurs. C'est sur ce bassin, très probablement, qu'a flotté cette fameuse pirogue. Des représentations sont données plusieurs fois par jour pour contribuer à l'animation du village, des danses typiques, des percussions, des combats de lutte notamment. Peut-être, je parlais tout à l'heure du biopouvoir qu'exercent les promoteurs sur les troupes qu'ils engagent. Il faut savoir qu'on recrutait à l'occasion de ces exhibitions humaines très volontiers des femmes enceintes, car une naissance au village est considérée comme le clou du spectacle. On affiche la bonne nouvelle comme on saluerait l'arrivée d'un bébé panda dans un zoo. Et voilà, c'est un type d'événement qui va se reproduire dans beaucoup de villages. Outre sa dimension de divertissement, et j'en terminerai là-dessus, le village noir de 1896 est aussi présenté comme une opportunité scientifique et pédagogique. L'historien Patrick Minder, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, a révélé que le biologiste et anthropologue Emil Jung, disciple de Carl Vogt et professeur à l'Université de Genève, a donné, dans le cadre de l'exposition, une conférence intitulée « L'histoire naturelle des nègres ». Et pour ce faire, il s'appuiera sur des mesures anthropométriques prises sur 15 individus de la troupe afin d'étayer une théorie raciale alors en vogue. Donc cet épisode est révélateur et important du lien, disons, qui s'est tissé entre exhibition humaine et affirmation d'une prétendue supériorité raciale et nationale cautionnée par le monde scientifique à cette époque. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Voilà, je tiens à rappeler que là où se trouvait le village noir, vers le parc Gourgas, c'est aujourd'hui la rue du village suisse. Donc j'espère que cette appellation va être transformée et qu'on repoussera la rue du village suisse vers le village suisse, de l'autre côté de l'arbre, ou en tout cas plus près, pour pouvoir avoir une mémoire de l'endroit où se trouvait le village qui soit approprié, ce qui n'est pas le cas en ce moment, mais il y a une motion dans ce sens-là, donc j'espère que les choses vont avancer. Et voilà, Chiaka, maintenant, il est temps qu'on parle de boulevard du Village Noir et de la rencontre que tu as voulu faire avec la culture matérielle qui était associée à cette histoire. Et cette interaction que tu as eue avec la pirogue, peut-être tu peux nous raconter cette histoire et nous expliquer pourquoi c'était important pour toi, qui est aussi le volet muséal dans toute ta recherche, quoi. Comment est-ce que tu as construit des choses pour qu'on puisse raccrocher ce présent encore et toujours raciste à un passé qui est crucial à connaître. Alors l'idée c'était assez rapidement, donc comme j'expliquais, il y avait cette question de départ entre cette agression qui se situait sur le boulevard Karl Vogt et la présence et l'existence du village nord de 1896 dans le quartier. Il y avait également le fait que ce soit sur le boulevard Karl Vogt, et en connaissant le fait que Karl Vogt c'était un homme politique et un scientifique qui avait théorisé la hiérarchie des sexes et des races, entre autres. Et c'était des choses que je connaissais assez partiellement. Et donc voilà, le travail sur le podcast, en différents épisodes, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Et ce que j'avais derrière la tête, on va dire, c'était de pouvoir raccrocher. J'ai toujours eu ce sentiment, moi je suis né à Genève, j'ai grandi ici. Et moi-même, je pense avoir grandi aussi avec cette idée, je pense, qui est assez forte en Suisse, que le racisme existe ici, mais que ce n'est pas forcément quelque chose qui vient d'ici. C'est-à-dire quelque chose qui était assez intéressant, dans un des épisodes du podcast, j'ai fait un micro-trottoir sur le boulevard Karl Vogt, là, dans le quartier. Et la chose qui revient en permanence, et donc je montrais des affiches du village nègre, etc. Et je leur montrais que ça s'était passé là. Et ce qui revenait tout le temps, c'était en Suisse,
ça s'est passé en Suisse. Et je leur disais, non, ça s'est passé dans le quartier, là, sur le boulevard. Mais c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était difficile à intégrer, à imaginer, parce que c'est pas quelque chose dont on parle, je pense, et c'est pas quelque chose forcément avec lequel on a grandi. Moi, quand j'entendais parler des exhibitions humaines, je pense au Jardin zoologique de Paris, je pense à des choses, mais ce qui me venait en premier, c'était pas ça. Et donc, j'avais envie de pouvoir vraiment explorer et travailler la manière dont s'est construite l'idée de la race le plus localement possible. Et au fur et à mesure, ça s'est... Enfin voilà, il ne s'agissait même plus de Genève, de la Suisse de Genève, mais vraiment du boulevard et du quartier. Et donc, à partir du moment où j'ai voulu travailler sur le village noir et essayer de comprendre mieux ce qu'il était, j'ai beaucoup travaillé dans les archives, principalement dans les archives de la presse romande qui ont été digitalisées pour une très grande partie depuis, je crois, une dizaine d'années. Et puis c'était passionnant parce que du coup, ça permet d'avoir une idée plus précise de la manière dont était attendu déjà même ce village. Donc on voit quand ils en parlent, quand ils parlent de la construction, quand le village arrive. Vraiment, ça permet de se faire une idée de ce que c'était, de la manière dont les gens, dont la presse parlait de ce village et de ce qui intéressait les gens à cette époque-là. Et donc, assez rapidement, j'ai aussi également eu l'information qu'il y avait des objets qui ont appartenu aux habitants du village noir qui se trouvaient toujours au musée d'ethnographie. Le musée d'ethnographie se trouve sur le boulevard Karl Vogt, donc voilà, je me disais, bon, ça continue. C'était tout le long, c'était Inception, quoi, c'était spécial. Et donc, je vous ai contacté parce que également, voilà, alors sur la forme, le podcast, c'est pas un podcast de discussion, c'est vraiment quelque chose d'immersif où à chaque fois, j'essaye un petit peu de varier les formes de narration. Et j'avais envie de pouvoir accrocher ça à quelque chose d'actuel et de réel. Et donc, je me suis dit que ça pourrait vraiment être intéressant d'aller à la rencontre de ces objets et d'essayer en allant les voir, de raccrocher cette histoire à quelque chose aujourd'hui. Et c'est comme ça que donc, je t'ai contacté et puis qu'on a pu aller voir cette pirogue qui se trouve dans les réserves qui, pour le coup, ne sont pas dans le boulevard Karl Vogt, mais se trouvent quand même dans le quartier. Et c'était vraiment intéressant. Ça m'a fait quelque chose et c'est pour ça qu'en fait, le fait d'arriver ici et puis de voir la pirogue, ça évoquait quelque chose aussi pour moi. Et puis cette question du fait que quand j'enregistrais, c'est la question que j'ai posée et puis à laquelle, en tout cas, l'année dernière, il n'y avait pas forcément de réponse, qui était la question de savoir, en fait, cette pirogue, c'est pas une pirogue du Sénégal, a priori, en tout cas, on n'a pas la réponse scientifique de ce que je sais, mais ça reste quand même assez difficilement envisageable de se dire que les gens se sont baladés depuis le Sénégal en portant cette pirogue sur les épaules. Et cette perspective-là, en tout cas, cette idée-là qu'elle aurait été construite comme le village d'ailleurs, ici à Genève, en se disant qu'on construisait une pirogue sénégalaise, donc que c'était une pirogue genevoise, c'est une idée que je trouvais intéressante et puis qui rentrait dans la réflexion que j'avais envie d'avoir autour de ce podcast et puis qui me faisait me sentir assez proche de cette pirogue genevoise. Ouais. Oui, c'est clair que le mobilier du village, dont certains éléments sont clairement dans les collections aujourd'hui, c'est un mobilier qui a été conçu pour la cuisine, pour pouvoir s'asseoir, pour pouvoir laver, pour plein de choses. Et ce sont des objets qui, vraisemblablement, sont suisses et qui sont aujourd'hui dans le département Afrique des collections du MEG. Voilà. Et c'est déjà une première identité qui est contrariée et qui est faussement attribuée. Après, il y a des choses, j'en parle maintenant parce que je pense que c'est le meilleur moment, après sinon ça va demander de raccrocher les wagons, mais il y a des choses assez intéressantes qu'on peut lire au fil des archives, et ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est plutôt Patrick Minder qui lui a vraiment travaillé ces archives dans tous les sens et qui permet de faire ressurgir certaines phrases. En 2012, il m'avait déjà écrit pour me dire qu'il avait lu dans une lettre qu'au moment de la vente des objets du village par l'Office des poursuites, eh bien, un certain monsieur, je peux même vous dire son nom, monsieur Hermann A. Diekob, à Zurich,
avait fait la demande de sauvegarder les droits de propriété sur les objets lui appartenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il avait... Donc, Patrick Minder, lui, envisageait que peut-être ce monsieur avait prêté des objets pour qu'ils soient présentés dans le village. Alors, est-ce que, encore une fois, c'est très évasif, mais est-ce qu'on peut envisager que des personnes qui avaient des objets venant du continent africain de manière privée les aient prêtés pour potentiellement une sorte d'exposition dans ce village noir? Émile Young, dont on parlait tout à l'heure, le professeur qui raconte beaucoup ce village, lui, à sa manière, et ce qu'il fait à l'intérieur de ce village, comment il exploite ses participants en faisant ces fameuses mesures. Il explique aussi dans la presse qu'il faut absolument visiter la pagode. Alors ça, c'est toujours aussi incroyable, ce vocabulaire qui est employé par tous les journalistes aussi. Donc c'est comme ça qu'elle devait être officiellement nommée. Il y avait 2 lieux qui étaient des lieux de communauté qui étaient vraisemblablement 2 représentations de mosquées, mais qu'on appelle pagodes. Et dans l'une des 2 pagodes, il y a un musée. Et il explique dans la presse qu'il faut visiter ce musée et y voir tous ces objets africains qui sont présentés là. Donc, il est possible que des objets qui ne venaient pas de Sénégambie, de Gambie, ou voilà, des régions du Fouta Djallon où venaient les personnes qui participaient à ce village aient été présentés dans cette espèce de salle. Voilà. Ça encore, on trouvera peut-être les réponses. Pour l'instant, on ne les a pas. Mais c'est peut-être pour ça que dans l'inventaire du musée, puisque tu parles de traces et tu dis, voilà, Inception, c'est assez juste, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui restent comme ça dans les inventaires du musée récents. Moi, je ne les ai pas corrigés parce que je n'ai pas les réponses. Il y a des objets qui sont nommés Gabon, Soudan. Alors, il y a aussi des appellations coloniales qui font que les pays ne sont pas clairement explicités, mais des objets d'Afrique centrale dans ce village noir, c'est très bizarre, puisque les personnes qui y participaient, elles, venaient d'Afrique de l'Ouest, très clairement. Donc pourquoi est-ce qu'il y a encore des traces de mention d'objets gabonais ou congolais voilà, est-ce que ce sont des erreurs crasses d'interprétation? Sûrement. Est-ce qu'il y a encore des traces historiques d'une raison pour lesquelles ces objets n'étaient pas en lien avec la provenance des personnes qui y participaient? C'est une autre question. Voilà. Et bon, la présence aujourd'hui de cette pirogue parmi nous et des autres objets que vous pourrez aller voir après, ça nous permet aussi de faire encore ce lien entre passé, présent et futur. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais évidemment déjà conscience et connaissance de l'histoire coloniale suisse et genevoise avant de traiter dans ce podcast de la crassis dont tu as été la victime. Mais voilà, est-ce que tu peux développer, est-ce que tu penses que développer ou diffuser une conscience historique, j'ai déjà la réponse, mais dans ce sens, pour que les personnes puissent être vraiment en conscience de cette histoire et des discriminations actuelles et du lien qu'il peut y avoir entre elles, soit vraiment quelque chose qu'il faut continuer de soutenir, quoi, parce que... Ouais, je pense. Bon, déjà, j'avais une connaissance qui était quand même très minime de cette histoire coloniale à Genève, pour être honnête. J'avais vraiment une connaissance de base. Donc, je connaissais un petit peu ce qui se disait sur Karl Vogt. Je savais que cette histoire-là avait eu lieu, mais le fait de me plonger dans ces archives pendant plusieurs mois, en fait, parce que c'était ça. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à vraiment, en tout cas, aller voir ce que vous voulez, en fait, dans ces archives de la presse romande. C'est fascinant, c'est très facile à faire. Et pour le coup, pour ça, je tapais nègre, village, et puis on peut faire les choses par année, etc. Donc on a des choses à partir même déjà du milieu du 19e siècle. Et donc, en fait, je référençais un peu tous ces articles. Et en fait, déjà, l'idée que j'en avais, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça m'a donné une sorte de petite vision de ce que pouvait être Genève déjà à la fin du 19e siècle. Personnellement, je ne connais même pas vraiment comment était Genève. Je n'ai pas lu beaucoup de choses sur Genève dans les années 40, 50. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ignorais. Et j'en parle dans le podcast. Pour moi,
Enfin, mes parents, moi, ils sont arrivés au début des années 70, il y a 50 ans en Suisse. Et pour moi, ça a toujours été la première génération de Noirs en Suisse. Donc, quand je pensais au village noir, dans mon esprit, je me disais que c'était la première fois que les gens venaient voir en fait des Noirs pour la première fois. Mais ce n'est pas vraiment le cas. En fait, ce qui est vraiment important, c'est la manière dont ils étaient scénarisés, en fait. Parce que ce que j'ai trouvé en tapant nègre, noir, machin, Genève, c'est que des Noirs, il y en avait à Genève. Il y en avait peu, mais il y en avait. Il y en avait dans le monde du spectacle, ce qu'ils appelaient les nègres burlesques. Il y avait je trouvais des petites annonces pour des serveurs de café, pour des grooms d'hôtel, des choses comme ça. Donc, c'était des choses qui existaient. J'ai même trouvé une histoire assez incroyable, tout un procès d'une personne originaire de La Réunion qui avait été tuée. Bref, ça existait. Il y en avait, ils étaient là. Mais ce n'était pas considéré de la même manière, en fait. Ce qui était particulier et intéressant pour les gens dans le cadre du village, c'est qu'on les scénarisait comme des authentiques nègres d'Afrique. Et en fait, c'est vraiment ça, je pense, qui est important, parce que comme cette pirogue, ce qu'elle symbolise, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la manière déjà, c'est ce qu'on met sur les gens, c'est-à-dire la manière dont on a envie de les représenter. La manière dont on a envie de les voir, le fait que ces gens-là, en fait, au final, typiquement, c'est aussi quand on parlait donc potentiellement de zoo, etc., mais on sait que voilà, que c'était des troupes qui ont été payées, que c'était donc quand on rentre vraiment dans ces archives, on voit que c'était un petit peu, que c'était plus compliqué que ça, mais que c'était important de les représenter comme ça. Et puis que même ces troupes, souvent, avaient l'air d'avoir une certaine conscience ou compréhension du fait qu'elles étaient là pour être représentées en tant que elles-mêmes authentiques personnes d'Afrique. Et très honnêtement, c'est quelque chose qui résonne beaucoup pour moi jusqu'à aujourd'hui, en fait, parce que cette manière d'essentialiser comme ça les Noirs, les personnes originaires du Sud, le monde de ces expositions, la manière dont ça renvoie pour moi au monde de l'ethnographie, au monde de la colonisation, par la suite au monde de l'humanitaire, jusqu'au monde du documentaire, parce que moi je travaille comme réalisateur documentaire et beaucoup de ces choses, beaucoup de ces représentations et beaucoup de ces manières qu'on a de se placer quand on arrive d'Occident pour regarder le monde du Sud, je les retrouve encore aujourd'hui. Donc c'était vraiment intéressant dans ce sens-là. Merci Chaka. Oui, en effet. Je suis d'accord avec toi sur ces coupures de presse qui sont vraiment importantes à lire, et pas seulement leur analyse ou leur synthèse, parce que là, on est confronté d'une manière très brutale à la façon dont les uns considèrent les autres, même en ayant l'impression de les défendre ou de s'offusquer du traitement qui est fait. Mais il y a tellement de choses qui ne fonctionnent pas dans le vocabulaire, dans la manière de comprendre, en fait, de se positionner au-dessus de ces personnes qui sont là pour être regardées, que même les personnes qui sont outrées, il y a des journalistes qui relayent ça, qui ne supportent pas de voir la violence, la méchanceté, la cruauté des visiteurs, en fait, visiteuses de notamment ce village-là, mais tous les autres. Même ceux-là ont de toute façon déjà beaucoup de problèmes à régler avec leur conscience d'eux-mêmes par rapport à ces personnes qu'ils rencontrent dans ce cadre-là. Donc c'est clair que ces coupures de presse, elles nous mettent vraiment face à cette réalité qui... voilà. Et Thierry, est-ce qu'on peut maintenant parler, alors je suis désolée parce qu'évidemment on est toujours en retard, mais est-ce qu'on peut parler en fait de la suite, c'est-à-dire que ce village noir de 1896, il a été beaucoup analysé, on l'a beaucoup raconté, mais il y a une suite à tout ça, il y a d'autres exhibitions à Genève, et ça c'est quelque chose dont tu nous as parlé récemment en novembre, et c'était vraiment bien de pouvoir le dire ici. Oui, c'était en fait le fond de ma recherche pour l'article là, que je suis en train de rédiger. Alors, effectivement, le village noir de 1896 est bien documenté. C'est beaucoup plus compliqué pour les autres exhibitions humaines qui suivent, qui ont laissé peu de traces. On en a quelques traces à travers la presse. J'ai aussi consulté les archives d'État. Au fond, les rares mentions de ces questions-là relèvent d'archives plutôt policières.
Donc, en fait, peut-être ce que je peux dire, faudra que je résume un peu ce que je voulais dire, parce qu'on va aller trop loin, mais la moitié des exhibitions qui se tiendront après les exhibitions humaines qui se tiendront après celle de 1896, jusqu'à la Première Guerre mondiale, vont être organisées dans le cadre du Parc des Eaux Vives. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. En fait, c'est l'ancienne propriété de la fille de Louis Favre, qui est l'ingénieur du tunnel du Gothard, qui va être achetée en 1898 par la Société de l'Industrie des Hôtels, donc qui est une société qui cherche à promouvoir ce qu'on appelle à l'époque l'industrie des étrangers, et à créer un certain nombre d'attractions à Genève pour rendre la ville plus accueillante et un peu moins calviniste, on va dire. Alors, cette société va convertir ce lieu, le Parc des Eaux Vives, en parc de loisirs, en y créant notamment un théâtre d'été, une salle de cinématographe, c'est le début du cinéma, des jeux de hasard, un club de tennis qui existe toujours aujourd'hui, le récent tournoi des Eaux Vives en témoigne, un étang de pêche, et même certains éléments du village suisse vont être transférés là-bas. Donc, par exemple, la rocaille alpine ou quelques chalets. Donc, il en reste une toute petite trace juste en bordure du quai. Voilà, l'idée, c'est de proposer, je cite, de saines distractions aux Genevois et aux étrangers de passage à proximité immédiate de la ville. Alors, j'ai vu que déjà en 1901, il y a un projet de jardin zoologique qui est inspiré par la maison Hagenbeck et qui est proposé par deux forains qui sont assez connus à Genève, mais cette proposition ne va pas être retenue. Il y a 4 exhibitions humaines d'envergure qui vont se succéder au Parc des Eaux Vives entre 1906 et 1911. Alors, je vais peut-être aller un peu plus vite, mais il y en a une en septembre 1906. C'est un village abyssin de 70 personnes qui fait halte pendant près d'un mois au Parc des Eaux Vives. La troupe a été engagée à Djibouti par un certain monsieur Roy pour donner des représentations. Elle se prévaut déjà de grands succès à Berlin, à Hambourg, à Dresde, à Rotterdam et à Amsterdam. Donc on est dans des circuits internationaux mondialisés. Ces personnes issues d'Afrique sont présentées comme des montagnards musulmans, dont plusieurs baragouinent, je cite, l'une des langues européennes. Selon un journaliste de la Tribune de Genève qui a été dépêché sur place, les hommes font preuve d'une, je cite, surprenante exubérance de vie, tandis que les mères ont, dans le regard, quelque chose de résigné et d'infiniment triste. Tu m'étonnes. Donc la presse estime que savants, à la fois savants et profanes, auront beaucoup à apprendre au Parc des Eaux Vives. Donc de nouveau, on mêle cet aspect du divertissement et le côté pseudo-scientifique. Les abyssins vont reproduire, donc abyssins, que veut dire cette appellation, reproduisent des scènes de leur supposée vie quotidienne. Ils chantent, ils dansent, ils se contorsionnent, se livrent à des rituels guerriers, font la classe à leurs enfants, confectionnent du pain, récoltent des petits sous, s'essayent à la poterie, se marient pour la galerie, selon la presse, et sans discrétion, note l'écrivain Gaspard Valette, et grelottent dans leur hutte de fortune en attendant la levée du camp. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent sur ces villages ethniques. C'est que quand ils lèvent le camp souvent à la fin de la saison chaude, et les personnes sont absolument pas habillées pour résister au froid. L'année suivante, en août 1907, va se tenir l'exhibition India, un village hindou composé de 75 individus, engagés là aussi par la maison Hagenbeck. C'est un spectacle qui est en provenance d'Italie, et cette tournée va se poursuivre à Lausanne, Neuchâtel, Bienne, donc d'autres villes romandes. Peut-être à noter, c'est que ces personnes sont exhibées en présence d'animaux, 3 éléphants, 6 zébus, 6 ânes nains et une foule de serpents. La presse va insister beaucoup sur le dépaysement exotique qui est offert, sur cette Inde de fakirs mangeurs de braise, avaleurs de sabres, jongleurs et artisans hors pair,
comme les ciseleurs sur cuivre. Tout ça est une espèce de concentré, de melting pot d'exotisme qui ne correspond pas à une réalité du terrain. Recruté dans différentes castes d'Inde, ce peuple en miniature est censé donner un aperçu de la variété ethnologique du sous-continent indien. Donc là aussi, un journaliste dit qu'il y a des Malabars, des Oshungol Guayarati, des Nagayas et des Hindoustani, des disciples de Brahma, et je cite, « Leurs prières donnent lieu à un intéressant spectacle, leurs pittoresques percussions, leur cuisine, leur école, leur bazar, les vertigineuses représentations des acrobates, la danse des bayadères, les étonnants charmeurs de serpents sont autant de curiosités que tout le monde voudra voir. » Les quotidiens sont assez unanimes sur le fait que c'est une admirable leçon de choses. Peut-être encore un exemple. L'année suivante, en 1908, vont se produire les Vulagala, une tribu d'Indiens d'Amérique présentés comme les derniers représentants des Sioux. Ces peaux rouges, entre guillemets, donnent 4 représentations par jour au casino du parc. Donc là, il ne s'agit pas d'un village, entre guillemets, avant de poursuivre leur tournée en direction du théâtre du Châtelet. Leur séjour se termine apparemment sur une fausse note. Certains exhibés, estimant n'avoir pas été suffisamment rémunérés, font main basse sur la caisse du bureau du parc en brandissant des couteaux. On n'en est pas à un cliché près. Ils seront appréhendés par la police et ensuite expulsés en direction de la France. Voilà, ensuite, l'exploitation du parc des eaux vives sera toujours déficitaire. Et à partir de 1910, il y aura un grand projet de Luna Park, ou de cité magique, c'est l'autre appellation qu'on lui donnera, qui accueillera encore un village noir et surtout des grandes attractions modernes liées à l'électricité qui font fureur un peu partout en Europe. Et voilà. Donc, oui, je voulais dire encore un mot sur... parce que j'ai repéré un certain nombre d'exhibitions ethniques plus modestes et ponctuelles organisées à Genève. Alors, par exemple, la brasserie des Casernes, rue Dubois-Mély, donc tout près d'ici, accueille un discret village togolais en juin 1905, tandis qu'un village sénégalais s'installe en janvier 1910 dans le salon de la brasserie Handwerk, avenue du Mail. Donc, vous voyez, ce type de lieu et leur jardin accueillaient assez régulièrement ces exhibitions. À noter, plus surprenant, que la fête du souvenir de l'exposition nationale, en avril 1898, donc 2 ans après l'expo de 96, avait même donné lieu à un éphémère village de nègres blancs, autrement dit de blackface, parqué dans l'enceinte du bâtiment électoral. Donc le bâtiment électoral, c'est Unis-Dufour aujourd'hui. Cet amusant pastiche, selon la Tribune de Genève, qui est en fait un pastiche de pastiche, va défiler en cortège à travers la ville depuis Saint-Jean jusqu'au centre-ville, et rencontrant un franc succès. Alors, on peut dire, pour conclure là-dessus, que le phénomène des exhibitions humaines présente une certaine fréquence à Genève, plus particulièrement entre la fin du XIXe siècle et la Première Guerre mondiale. Il touche un large public, car il investit des lieux populaires. Il est apparemment assez peu remis en question sur le fond. On trouve peu de témoignages de personnes qui s'offusquent ou qui remettent en question ce type d'exhibition. Les quelques réserves que j'ai repérées, en tout cas, proviennent plutôt des autorités ou de la police, qui semblent davantage tenir de la crainte d'un débordement ou d'un éventuel rapprochement physique entre observateurs et observés. Je dois dire quand même qu'il est difficile de mesurer la réception de ces spectacles, faute de témoignages. Les traces conservées dans les archives sont minces, et c'est évidemment encore plus délicat en ce qui concerne les personnes exhibées, dont le point de vue n'est pratiquement jamais pris en compte. Voilà. Merci Thierry. Est-ce que, en quelques minutes, je suis désolée, plus on se rapproche de la fin, plus il faut qu'on synthétise, mais est-ce que tu peux nous dire un mot sur peut-être en fait la fin? Peut-être je vais demander à Thierry juste de conclure historiquement, tu sais, sur la fin en Europe de ces fameuses expéditions, et
exhibitions. Je suis désolée, moi je suis en fin de parcours là, il faut que je prenne des vacances à un moment donné. Voilà, est-ce qu'il y a un changement de sensibilité? Qu'est-ce qui clôture cette tradition des villages, des exhibitions? Et j'y associe une autre question, ça, je compile tout. Comment la Suisse se place par rapport à ça? Est-ce que c'est un pays qui arrête plus vite que les autres ou qui continue plus longtemps de pratiquer ces exhibitions? Je vais essayer de mêler ces deux aspects. Alors, il faut quand même dire que c'est une question complexe, cette question de la disparition progressive des spectacles ethniques, qui combine beaucoup de facteurs. Ce qu'il faut dire, on commence à noter un essoufflement du modèle à l'approche de la Première Guerre mondiale. Le micro marche encore. Alors, en tout cas pour les puissances coloniales, cela tient au fait que la période d'expansion et de conquête est terminée. Les populations sont considérées comme, entre guillemets, pacifiées et on ne peut plus continuer impunément à les présenter comme des sauvages. Le discours doit changer et montrer que ce qu'on va appeler la mission, enfin ce qu'on appelle déjà la mission civilisatrice de l'Occident est en marche et que ces populations peuvent être éduquées conformément aux valeurs dominantes. Donc au terme de sauvage, on préférera celui d'indigène, par exemple. Alors le fait que l'altérité qui est construite, on l'a vu, s'avère moins forte, va sans doute déjà retirer une partie de l'intérêt de ces manifestations pour le grand public. La Première Guerre mondiale va jouer un rôle, c'est un tournant important parce que les combats menés par les puissances coloniales intègrent des personnes issues des colonies, rendant celles-ci plus proches et d'une certaine manière plus visibles dans le paysage national. Les sensibilités collectives vont évoluer peu à peu et il va devenir de plus en plus absurde, enfin ça l'était déjà avant, mais de les considérer comme des ancêtres contemporains, ça c'est un des termes qui est utilisé souvent, ou comme des représentants de l'âge de pierre qu'on pourrait, à notre époque, rencontrer. Les exhibitions humaines vont se faire plus rares à partir des années 20 et vont même se tarir au cours des années 30. On cite souvent l'exposition coloniale de Paris en 1931 comme un tournant. Le maréchal Lyautey, qui est le commissaire général de cette exposition, estime qu'il n'est plus possible d'exhiber des populations, je cite, attardées dans les pavillons officiels, car ce serait reconnaître l'échec de la mission civilisatrice. Alors, par exemple, un spectacle comme une exhibition humaine comme celui des Kanaks, qui sont présentés comme des anthropophages polygames, selon une mise en scène particulièrement dégradante, ne sera pas admis dans l'enceinte officielle de l'exposition. Et d'ailleurs, ce spectacle va déjà, à l'époque, faire l'objet de vives critiques de la part des militants anticolonialistes et de la Ligue des droits de l'homme. On peut aussi mentionner comme facteur important et comme concurrence le cinéma, qui va imposer petit à petit une nouvelle manière de voir l'ailleurs, l'exotisme. On va passer progressivement du spectacle vivant à l'image vivante. Et la puissance d'évocation, de fascination du cinéma va l'emporter sur ces spectacles désormais datés et dont le scénario est quand même extrêmement pauvre. Donc, à partir de cette époque-là, les zoos humains ne font plus recette. Pour parler de la Suisse en quelques mots, il faut savoir que le phénomène a débuté tôt en Suisse, à Zurich et à Bâle, à la fin des années 1870, donc pratiquement au même moment qu'en Allemagne, pour se clore très tardivement, en 1960, avec la dernière exhibition ethnique proposée au Cirque Knie, figurez-vous. Le Cirque Knie a en effet régulièrement présenté, depuis les années 20, des troupes ethniques issues d'Afrique ou d'Inde principalement. Donc on peut dire que la Suisse est l'un des derniers pays à renoncer à ce modèle, si je puis dire, en décalage avec la plupart des puissances coloniales. Rien qu'à Zurich, une chercheuse a recensé plus de 65 Völkerschauen jusqu'en 1960. C'est surtout des initiatives privées. Et à ma connaissance, le dernier village noir qui s'est tenu en Suisse romande se tient donc à Lausanne en septembre 1944, donc pratiquement à la fin de la Deuxième Guerre, dans les jardins du casino de Montbenon. Ce show s'intitule « L'Afrique vous parle ».
Alors, pour conclure, on peut affirmer que la Suisse a été vraiment une terre fertile pour ce type de spectacle, et comparativement, je dirais, aux grandes puissances, je pense que numériquement, voilà, il y a énormément d'exhibitions humaines qui se sont déroulées en Suisse, peut-être encore davantage en Suisse allemande. Ça indique, à mon avis, que le ressort de ces exhibitions n'est pas uniquement d'ordre colonial ou lié à la justification d'une politique coloniale, mais répond à un mouvement beaucoup plus large et plus profond qui tient à la fois à celui d'un désir d'exotisme, d'une soif d'ailleurs, qui est quand même toujours présente aussi. Faut pas, j'en ai peut-être peu parlé, mais il faut quand même le voir. Tout comme à la croyance et à l'affirmation d'une supériorité dans la hiérarchie entre les peuples. Alors peut-être qu'on pourrait émettre l'hypothèse, mais ça, il faudrait la prouver, selon laquelle la Suisse a été d'autant plus réceptive à ces spectacles qu'elle n'a pas pu se lancer elle-même directement dans la course aux colonies. Ce serait un peu comme une sorte de phénomène compensatoire. Mais peut-être que je m'avance trop et je n'ai pas forcément les éléments pour étayer cette hypothèse. Voilà. Merci beaucoup Thierry. On va terminer chacun avec des questions pour toi. Je vais aussi un peu les associer les unes aux autres. Voilà, pour te demander, toi, en tant que réalisateur, dans ton travail quotidien sur la Suisse contemporaine, sur ce qui nous entoure, sur d'abord ce quartier, mais aussi la lutte contre les discriminations. Comment est-ce que toi, tu perçois ces spectacles coloniaux qui ont été des vecteurs d'imaginaire collectif, de pérennisation des stéréotypes, de diffusion de manière encore plus large d'un racisme à l'époque et qui finalement a une continuité. Tu en parlais déjà tout à l'heure, mais je pense que c'est important de revenir encore là-dessus. Ouais, je pense qu'il y a un peu deux aspects qui sont ressortis pour moi du fait d'enquêter sur ces spectacles coloniaux, sur l'histoire du village noir et sur vraiment la territorialité de cette histoire dans le lieu où je vis depuis de nombreuses années. D'une part, il y a cette chose de se dire, en fait, c'est arrivé, on savait que ça se passait ailleurs, et puis en fait, ça s'est passé ici aussi, on est comme tout le monde, on est pareil. Voilà, on n'est pas différent, et donc ça c'est tout un aspect, et donc voilà, le racisme qu'on connaît, il a été construit ici de la même manière. Et vraiment la deuxième chose, et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi d'avoir cette discussion ici, au musée d'ethnographie, et qu'on soit au milieu de cette exposition qui commence où on sent une réflexion sur ce qu'est l'ethnographie, sur ce que sont les musées, sur en fait d'où vient cette histoire, quoi, en fait, parce que en fait l'histoire qu'on est en train de raconter quand on parle des villages noirs, elle arrive directement jusqu'ici, quand on parle de Carl Vogt, d'Émile Young, c'est qui le barbu, c'est Pitard. Pitard, voilà, exact. Donc voilà, on a une ligne directe, c'est aussi des choses, on est vraiment dans quelque chose de très direct et en fait le parallèle que je fais avec aujourd'hui, c'est même pas pour essayer de forcer, mais c'est-à-dire au-delà on va lire ces mots-là à l'époque, c'est un peu violent, ça nous fait bizarre, etc. Mais la pulsion de fascination, de répulsion, la pulsion raciste qu'il y a derrière ces exhibitions, c'est une pulsion qui est toujours présente. Je veux dire, la pulsion, cette sorte de fascination comme ça qu'on éprouve pour les peuples d'ailleurs, qu'on retrouve dans le concept même de musée ethnographique, elle découle directement de ça. En tout cas, c'est quelque chose que je ressens très fort. Et donc, ce qui est vraiment intéressant dans le fait d'aller profondément dans ces histoires-là, c'est d'avoir ce miroir un peu en face de nous. Parce que c'est quelque chose qui nous permet de réfléchir à notre manière de voir, notre manière occidentale de voir le monde jusqu'à aujourd'hui. Parce que si vous allez, a priori, vous allez au Rwanda, vous allez au Laos, vous n'allez pas avoir des musées avec des caclons valaisans qui sont exposés, des choses comme ça. Il faut bien se rendre compte. Ça nous fait rire, mais c'est la réalité. Il n'y a qu'en Occident qu'on fait des choses pareilles. Et c'est une pulsion qui vient de là. C'est une pulsion qui vient de cette
c'est une pulsion impérialiste, c'est une pulsion qui vient du racisme, etc. Et on a dans notre culture de vie jusqu'à aujourd'hui des choses qui nous le rappellent. On ne se rend pas forcément compte, mais quand on vient un petit peu là-dedans et qu'on est en train d'analyser le monde à travers, de toujours un petit peu à travers nos lunettes comme ça un peu occidentales qui regardons le monde d'une certaine manière, on reproduit ces choses-là. Pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant dans le fait d'aller vraiment explorer qu'est-ce que c'est notre histoire sur ce point de vue-là. C'est à quel point est-ce que ça résonne jusqu'à aujourd'hui. Et c'est autant sur ça, sur notre propre regard, que sur le fait que oui, bien sûr, en tant que personne noire, des fois il peut y avoir des évocations comme cette agression, le fait d'être traité de singe, bien sûr. La personne qui me traite de singe, je ne suis pas en train de dire que ce qui sort là et puis qu'elle a réfléchi à toute cette histoire ou même qu'elle la connaît, c'est pas ça la question. Mais c'est des choses qui découlent de là, d'une histoire qui est aussi locale. Et ça, je pense que c'est important. Et donc, le fait d'en parler, le fait là, le podcast, je ne sais pas exactement je pense que ça va faire hop. Voilà, c'est là qu'on voit que je viens du hip-hop, on connaît les problèmes de micro. En fait, le fait d'évoquer ça, je pense que maintenant, parce que typiquement, il y a 5 ans, ce genre de discussion ici, je ne pense pas qu'elle aurait pu avoir lieu. De la même manière, je pense qu'il y a une sorte quand même de shift au niveau de la conscience de certaines choses depuis plusieurs années. Après, l'impact que ça va avoir, je ne peux pas forcément le mesurer, je ne saurais pas le dire. Je pense que c'est quelque chose qui se situe peut-être sur les générations futures, je ne sais pas, mais un petit peu plus tard, que ce sera plus une normalité. Moi, j'ai pas entendu parler de ces histoires-là à l'école primaire. Là, maintenant, depuis que j'ai fait ce podcast, que j'entends et j'ai rencontré des jeunes qui en ont entendu parler à l'école primaire, au cycle d'orientation, etc., et qui vont avoir potentiellement une perception différente de tout ça, et pour lesquels le fait de se balader sur le boulevard Karl Vogt sera peut-être plus insupportable que pour nous, où c'est une question qui est très récente, qui provoque des crispations dans la société qui sont intéressantes, mais qui disent quelque chose de là où on en est maintenant. Et je pense que c'est intéressant pour potentiellement plus tard, et j'espère pas trop tard. Je rebondis sur ce que tu dis, par exemple avec cette exposition. Pour toi, le fait on en a déjà parlé, mais qu'on ait présenté dans une vitrine ce sujet sur le village noir et sur ce patrimoine qui est dans les collections du musée depuis 1901 pour l'existence du MEG, mais donc 1896. Pour toi, est-ce que c'est important de le faire comme ça? Est-ce qu'il faudrait le faire autrement? Est-ce qu'on reproduit en fait cette violence des exhibitions humaines en montrant des images, des objets, qui nous permettent d'être confrontés directement à tout ça? Je crois pas. Moi, je pense que c'est plutôt bien. Je pense que c'est plutôt salutaire. Après, je suis pas spécialiste de la question des musées et tout ça. Depuis que j'ai fait le podcast, on me sollicite souvent pour des choses, alors que ce que j'ai fait, c'est aller poser des questions à des gens qui connaissent. Et donc, souvent, je dois le rappeler. Mais non, pour moi, c'est plutôt salutaire, surtout que vous avez mis l'affiche de mon podcast dedans. Donc j'étais content. Non, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien, que c'est quelque chose que En fait, si c'était quelque chose qu'on connaissait, avec lesquels on avait grandi, je pense que, très honnêtement, c'est une histoire qui gagne à être connue, à être racontée, parce que ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Je pense que... Et le fait qu'il y ait une réflexion autour de ces questions-là, ici, ça l'est également, mais il faut que ça s'accompagne, je pense, vraiment d'une réflexion globale sur ce que c'est. Et puis non, je pense que c'est important et que ça permettra aussi d'amener les gens en fait au musée, parce que une des autres choses que ça m'a fait réaliser, le travail de ces archives, etc., c'est que même si c'est une histoire, c'est pas une histoire joyeuse du tout, et que c'est une histoire grave sur plein d'aspects. L'histoire du village noir et le fait de voir qu'il y avait une présence noire en Suisse, dans mon quartier, depuis plus d'un siècle, dans un sens, ça m'a permis de voir qu'on était intégré au récit national depuis beaucoup plus longtemps que je le pensais. Et puis en fait, ça c'est quelque chose qui fait partie de mon histoire, mais de l'histoire de la Suisse, de notre histoire. Et ça, je pense que c'est important aussi, parce que ça permet aussi de mieux se comprendre.
et potentiellement aussi de se sentir plus légitime aussi. Oui, tout à fait. Merci. On va s'arrêter là, s'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup d'être venu. Merci à nos deux invités. Merci beaucoup, c'était super bien. Merci Thierry. Et puis, on vous retrouve peut-être je ne dis pas de bêtises, 13 juin. Voilà. Autour du cacao.